c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce sujet est finalement assez circonscrit. Faire la différence entre un gouvernement d'union nationale et l'unité nécessaire pour un CNR, ça peut se ressembler de loin, de près, tous les opposent en fait. Alors, bon, le sujet est circonscrit, mais enfin, il amène à réfléchir sur des notions relativement importantes qu'il est toujours bon de clarifier. Donc, on ne perdra tout de même pas notre temps sur un sujet trop mineur. Donc, effectivement, des personnalités de droite, là, récemment, à l'occasion de ce sondage, tentent de récupérer cette idée en leur faveur, alors qu'ils ont été partout battus dans les urnes, et que par ailleurs le gouvernement actuel bat des records d'impopularité. On comprend pourquoi cet argument ad hoc les séduit, parce que ça leur permet de se présenter comme des rassembleurs et des recours, alors que sinon ils n'ont aucune chance de participer actuellement au pouvoir. Donc tout cela ne mériterait pas qu'on le relève, donc, hein, si ce n'était pas l'occasion de mettre donc, l'accent sur des choses importantes. Et quelles sont d'ailleurs ces choses soulevées qu'il faut clarifier? C'est pourquoi tant de gens sont séduits par ce genre de proposition, qui dénie au clivage gauche-droite sa pertinence. Qu'est-ce qui se joue au sein de l'Union européenne dans ces gouvernements d'union nationale? Et que faudrait-il faire en France, en réalité, pour relever politiquement les défis de la crise des dettes publiques et des institutions démocratiques, puisque c'est à cette occasion-là qu'on reparle de gouvernement d'union nationale. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? Cette idée liée à l'apparition des partis politiques est relativement récente. Elle est née avec les partis politiques, donc à la fin du 19e et du début 20e, et surtout elle est née lors de la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé l'Union sacrée, en France, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Donc ça signifie généralement l'abandon temporaire du combat de classe et plus largement de tous les affrontements politiques, du fait de l'urgence patriotique lors d'un désordre ou d'un danger majeur. Donc on met de côté ces conflits pour faire face temporairement à un danger jugé crucial. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, qui survient donc entre des pays en concurrence du fait de leur politique capitaliste, des impérialismes, mais aussi de l'effondrement de l'équilibre européen, issu du congrès de Vienne de 1815, et de son remplacement par le principe des nationalités. Ces dernières étant, à tort, exclusivement conçues dans leur aspect identitaire. Donc le principe, ce qu'on appelle principe des nationalités, il postule que les nations ne sont que des regroupements de peuples ayant la même identité culturelle, ethnique ou linguistique, et qu'à ce titre, ils doivent chacun pouvoir disposer d'un État unitaire, selon leur volonté. L'idée d'un État, d'un territoire où la population serait parfaitement homogène, du point de vue ethnique, linguistique, social, culturel, est aussi chimérique que problématique, en Europe comme ailleurs. Une nation peut et doit signifier autre chose, en fait. Dans son acception moderne, depuis les révolutions américaines et françaises, le concept de nation affirme que dans les États contemporains, les peuples de ces États, et ce, quelle que soit leur identité culturelle ou sociale, forcément diverse, plurielle, forcément clivée, sont les seuls titulaires de la souveraineté de l'État. Donc le peuple d'un État, en tant qu'il en est le souverain, c'est la nation. Ce n'est pas une définition identitaire. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est en lien avec la Première Guerre mondiale et cette idée d'union nationale. Lorsque surviennent des problèmes qui sont là parce que ces idées ont été mal pensées, mais à dessein. Et surtout dans l'Europe centrale ou dans en fait tous les pays qui faisaient partie d'empires, l'Empire austro-hongrois, etc.,
les Balkans, tout ça sont des pays avec énormément de tensions au niveau de la définition des territoires et de la concurrence qui est entre eux au niveau de la définition des frontières et de l'espace de l'État, parce qu'on est parti de ce principe des nationalités donc sur des bases culturelles, identitaires, et en plus sur un projet infaisable. On en a d'ailleurs un petit peu les lointaines conséquences encore en Yougoslavie dans les années 90. Bon, donc une nation, donc c'est pas ça. Une nation, c'est tout simplement dans un État, le peuple de cet État, lui seul en est le souverain. Et c'est ça la nation. C'est la nation, donc le peuple en tant que souverain. Bref, en tout cas, pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas le cas. Oui, également pour dire que la souveraineté, donc la souveraineté, vous savez, c'est le concept central de l'État. Et ce concept implique par construction que la souveraineté ne peut pas être divisée. Comme la nation, c'est le peuple de l'État en tant qu'il est souverain, en tant que nation, il ne saurait être divisé. Par contre, évidemment, le peuple de cet État, il est divisé par 1000 clivages sociaux, économiques, culturels, identitaires, tout ce qu'on veut. Et ça ne saurait être autrement. Donc tous les peuples sont divisés selon différents... mais en tant que nation, il ne saurait être autre qu'uni, puisque c'est en tant qu'il est souverain. Donc en tant qu'il est souverain, il ne peut être qu'uni. Donc le concept d'union nationale, normalement, c'est un pléonasme. Donc si on veut lui faire dire autre chose qu'un pléonasme, évidemment, c'est que ça recouvre une autre réalité. Donc par union nationale, en fait, on veut tout simplement dire, enfin je l'ai déjà dit en introduction, qu'on fait taire les conflits politiques à un moment donné du peuple. Du coup, il vaut mieux dire le peuple de cet État, le peuple, la définition politique du peuple, hein, c'est-à-dire la communauté des citoyens. La communauté des citoyens, elle est divisée, ça forcément. Et donc on fait taire les conflits politiques qui courent dans le peuple le temps d'affronter un danger. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Donc ça, on va voir. Donc cet argument, en tout cas, fut exploité en 1914, sous la désignation d'union sacrée en France. Expression utilisée par le président de la République, Raymond Poincaré, quelques jours après l'assassinat de Jaurès. Une partie majoritaire de la SFIO et de la CGT l'acceptèrent, et ce qui contribua nettement à leur désaffection lors de cette période. L'opposition à la guerre en France et en Europe va néanmoins se structurer assez rapidement dans le mouvement socialiste, malgré l'acceptation de la SFIO et de la CGT de l'Union sacrée. Donc, une première conférence se tient à Zimmerwald en Suisse, début septembre 1915. Une quarantaine de délégués représentant les minorités des partis socialistes, les minorités qui sont en désaccord avec ce genre d'union nationale, se réunissent. Ils viennent d'Allemagne, de Bulgarie, de France, d'Italie, de Norvège, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, enfin bon, etc. Même l'organisation socialiste des travailleurs juifs, enfin bon, il y a beaucoup de monde. Et un manifeste est adopté comprenant une déclaration franco-allemande commune aux socialistes et syndicalistes français et allemands qui proclame: après un an de massacre, le caractère nettement impérialiste de la guerre s'est de plus en plus affirmé. C'est la preuve qu'elle a ses causes dans les politiques impérialistes et coloniales de tous les gouvernements, qui resteront responsables du déchaînement de ce carnage. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation de vivre de l'exploitation du travail humain et des richesses naturelles de l'univers. Une seconde conférence se tiendra toujours en Suisse, mais cette fois-ci à Quental, en avril 1916. Et là, le contenu révolutionnaire de ces rencontres s'affirme. Ils affirment, toujours pareil, je cite: le prolétariat ne peut pas ne pas aspirer à assurer l'indépendance des nations. On voit que là c'est pareil, on a régressé. Hein.
Donc je répète, le prolétariat ne peut pas ne pas aspirer à assurer l'indépendance des nations. Mais il doit le faire non en soutenant le militarisme capitaliste qui le ronge, mais par la lutte ouverte contre lui. Notre voie n'est pas la guerre aux côtés des gouvernants, mais la révolution contre eux. Donc l'union sacrée va à partir de là, se défaire progressivement. D'abord, des mutineries éclatent en juin 17, durent 8 semaines. Elles affectent 68 divisions sur les 110 que compte l'armée française. En 1917, il y a plus de 700 grèves qui impliquent quasiment 300 000 travailleurs. Les effectifs de la CGT sur ces bases-là, du coup, remontent à 300 000. En 1918, elle montera encore jusqu'à 600 000 adhérents. En septembre 17, les socialistes français quittent le gouvernement d'Union sacrée. Et en octobre 17, c'est la révolution soviétique. Donc l'Union sacrée a fait la preuve de sa nocivité pour les classes populaires. Elle se désintègre en 17 pour laisser la place à un gouvernement fort. Donc on voit quelle était en fait l'alternative. Et sa mise au service des impérialismes et la révolution d'octobre en Russie vont donner naissance à l'organisation du mouvement communiste en Europe. Donc la guerre était née du refus de prendre en compte la souveraineté réelle des peuples dans leurs États respectifs, en mettant au contraire ces États au service des intérêts des classes dominantes, de la concurrence belliciste des capitalismes de chaque pays, de l'impérialisme et de la construction d'États identitaires sur les ruines des anciennes constructions héritées du congrès de Vienne en lieu et place d'États démocratiques. Donc, une stratégie d'union nationale refusant d'inverser tous ces processus et visant à entraîner les peuples et leurs représentants à leur service ne risquait pas de produire autre chose que la boucherie inutile et dramatique de la Première Guerre mondiale, elle-même en partie responsable des facteurs expliquant la deuxième. Donc c'est le constat qu'on avait fait donc, au MPEP quand on avait fait le rappel historique de ce qu'était la naissance du concept d'union nationale. Donc, pour ce qui est des gouvernements d'union nationale dans la zone euro, là, donc on passe de 14-18 à maintenant, sans transition. Donc des systèmes d'union nationale existent encore là, dans certains pays, particulièrement dans la zone euro. En Grèce, le PASOK, la Nouvelle Démocratie ont été dans le même gouvernement de novembre 2011 à juin 2012. Syriza et le Parti communiste grec ne font pas partie de ce consensus, ni l'extrême droite de l'Europe, bien sûr. Cette union nationale avait été demandée par la Troïka, donc le FMI, la BCE, la Commission européenne, pour faciliter l'acceptation et la réalisation des politiques d'austérité. Les gouvernements d'union nationale permettent en effet d'éviter que les débats politiques ne puissent déboucher sur la montée du refus de l'austérité, frappant les salaires et les budgets publics, et sur le rejet des institutions européennes. Donc c'est à ça que servent les gouvernements d'union nationale. Ce système a donc aggravé les problèmes structurels de la crise des dettes publiques à la suite de la crise financière et ont favorisé la montée de l'extrême droite. En Italie, donc, ça a été le gouvernement d'experts dirigé par Mario Monti. On connaît le résultat tragicomique de ce que ça a été. En Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, il y a eu des grandes coalitions. Ce qu'on appelle les grandes coalitions, c'est qu'on réunit ce que tu appelles les PMU locaux de chaque pays. Donc tous les maastrichtiens uniques, qu'ils soient de droite ou de gauche, se réunissent et font des grandes coalitions. Évidemment pour appliquer avec le plus d'efficacité possible les programmes d'austérité. Partout, l'extrême droite progresse. L'Allemagne, surtout, a connu donc deux grandes coalitions. Elle en avait connu déjà une spectaculaire dans les années 60, entre 66 et 69, mais sinon, là, entre 2005 et 2009, et puis elle est repartie pour un tour, donc là, actuellement, sur ce système. Les travailleurs allemands, évidemment, en payent le prix par un écrasement de leur salaire et de leur capacité d'action collective, parce que ça grève, évidemment, toute possibilité de créer des rapports de force efficaces. C'est également ce genre de gouvernement d'union nationale. Donc au total, le bilan il est parfaitement clair. Non seulement les gouvernements d'union nationale ne sont pas parvenus à résoudre les problèmes des pays concernés, bien sûr, ils ont été mis en place à la demande des oligarques pour étouffer
la protestation populaire. Donc ces gouvernements en fait, ne servent qu'à rassurer les marchés financiers en leur indiquant que la politique menée sera bien une politique de déflation salariale. Et partout, l'extrême droite progresse parallèlement au chômage, l'insécurité et tout ce qu'on connaît. Pour ce qui est de Debout la République et du Pont-Aignan, c'est lié au sujet parce qu'il a soutenu cette idée. Donc, dans le souffle de ce sondage-là du printemps dernier sur le fait que les Français étaient favorables à 78% à un gouvernement d'union nationale, évidemment, ça a réveillé, ça a donné pas mal d'idées à pas mal de personnes. Donc Nicolas Dupont-Aignan également a soutenu cette idée en voulant surfer sur ce sondage. Il est allé également plus loin parce qu'il a tenté de séduire l'électorat du Front National à cette occasion. Et c'était lors de son passage là, sur France Info le 10 mai 2013, il déclarait qu'il préconisait un gouvernement d'union nationale dans lequel pourrait figurer un dirigeant du Front National, Florian Philippot, le vice-président du FN. Bon, bah, c'est la preuve éclatante hein, de son manque de lucidité politique, on va dire prudemment, pour ne pas faire de procès d'intention. À la fois sur ce que requiert la situation et sur l'état actuel également des forces politiques, parce que le déséquilibre entre l'importance de son propre parti, DLR, et le Front National ne peuvent pas lui permettre de contrôler moindrement à son profit une telle alliance. Donc c'est déjà une erreur tactique évidente. D'autre part, en lorgnant vers ce parti qui est si clairement xénophobe, manipulateur, et incohérent, il se déconsidère. Il perd aussi le capital de sympathie qu'il avait eu chez certains républicains, qu'il avait pu déclencher au vu de ses prises de position courageuses sur l'Union européenne. Il reprend à son compte, même en tentant de lui donner une tournure anti-euro, le concept d'union nationale dont on vient de voir toute la dangerosité, alors qu'il refuse par ailleurs de prendre sa place dans un nouveau CNR qui serait pourtant plus clair et adapté à son objectif théorique. Donc, en plus, il cite dans la composition hypothétique de son gouvernement d'union nationale des personnalités qui refusent d'être claires sur la sortie de l'euro, voire qui sont franchement hostiles à cette idée, comme par exemple Arnaud Montebourg. Enfin bref, il entretient une confusion totale sur sa stratégie de sortie de crise. Bon. Et quand il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, actuellement, là, dans le gouvernement qu'on connaît, le nôtre, qu'est-ce qu'on constate? C'est le bipartisme qui règne, qui bloque tout autant hein, les processus démocratiques et des possibilités de sortie de crise. J'en parle parce que ça fait partie finalement de ce qui fait... Ce sondage est quand même frappant. Le fait qu'il y ait 78% de personnes qui se déclarent favorables à une idée pourtant si bancale, si mal adaptée à la situation, c'est qu'il y a pas mal de problèmes. Donc il y a ceux qu'on vient de citer, et puis donc il y a celui du bipartisme qu'on se tape, pardonnez-moi l'expression, depuis donc maintenant quasiment 3 décennies. Donc ça a joué bien sûr un rôle absolument délétère dans la vie démocratique de tous nos pays, en tout cas dans sa composante électorale. Ça a gelé toute possibilité d'un processus démocratique électoral. Et puis on s'est habitué également au fait que voilà, quoi qu'on vote, on a toujours la même politique. Ce qui est évidemment éminemment toxique au niveau démocratique sur la longueur. Donc en Europe, ça prend en fait, les États-Unis nous avaient montré la voie, comme souvent, sur ce genre de choses, sur le bipartisme.
chez nous, ça prend une opposition souvent entre des partis sociodémocrates, qui eux-mêmes ont bien changé. Hein. La social-démocratie actuelle, si on devait la comparer avec la social-démocratie originelle, on serait... enfin, voilà, les bras nous en tomberaient. Mais enfin, on l'appelle social-démocratie, alors bon, je reprends le terme. Donc l'opposition entre les partis dits sociodémocrates et les partis conservateurs, on peut dire d'ailleurs également dits conservateurs, parce que tous les partis conservateurs, bien sûr, oui, draguent une partie conservatrice de l'électorat, mais appliquent le même programme capitaliste que les copains, et qui donc par définition bouleverse toutes les manières traditionnelles de vivre. On sait très bien que le capitalisme est révolutionnaire par nature, qu'agrandir sans cesse la sphère de la marchandisation, ça veut dire mettre à bas toutes les manières traditionnelles de vivre, tous les liens sociaux traditionnels. Enfin, pour ce qui est d'être des conservateurs efficaces, évidemment que tous ces conservateurs, là comme sur tous les autres sujets, sont particulièrement contre-productifs pour ceux qui auraient un tel projet. Mais enfin, c'est pareil, ils se disent conservateurs et ils sont opposés donc, à des gens qui se disent sociodémocrates. Donc, dans tous les pays occidentaux et notamment européens, on subit ce bipartisme. Pour ce qui est des structures, bien sûr, autant économiques qu'institutionnelles, ils partagent sans aucun conteste les mêmes fondamentaux, ceux de l'acceptation et de l'approfondissement du capitalisme financiarisé, libre-échangiste, la suppression des processus démocratiques en les remplaçant par des structures supranationales, essentiellement l'Union européenne en Europe, et son cadre antidémocratique, sa monnaie unique, facteur essentiel de désagrégation sociale, de montée des facteurs bellicistes. De monter des facteurs bellicistes, hein, parce que c'est pareil, on nous vend l'Union européenne comme facteur de paix, mais bon, il n'y a qu'à voir ce que ça donne entre l'Allemagne et la Grèce pour voir à quel point cela favorise la paix entre les peuples. En ce moment, c'est spectaculaire. Et de la montée en plus consécutive de l'extrême droite. Bref. Ça n'a jamais été aussi contrefactuel, hein, le fait que l'Union européenne était un facteur de paix. Alors, en plus, en France, à tout cela se rajoutent les expériences répétées de cohabitation hein, qu'on a connues, où les deux partis majoritaires se retrouvent au pouvoir. Donc, là, à la limite, ça aurait permis que les choses soient claires. Ben non, ça a accentué la confusion. S'ajoute, cerise sur le gâteau, le discours médiatique et politique qui voudrait que désormais la société ne soit plus clivée. Tout le monde fait désormais peu ou prou partie des classes moyennes, la supposée fin des idéologies, comprendre l'abandon du marxisme, des syndicats convertis au dialogue social, bref, une société apaisée, où les conflits sociaux n'ont plus besoin d'en passer par les rapports de force, où le conflit droite-gauche aurait vocation à n'être plus que la dissection subtile de différentes sensibilités politiques, ne recoupant plus d'opposition de classe et ne séparant plus que des progressistes sur le plan de la modernité sociétale à des conservateurs attachés aux valeurs traditionnelles. Et voilà pour les oppositions politiques dans le cadre du bipartisme. Donc on serait censé se contenter de ça. Bon, ben, aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte que la société est au contraire très clivée, que l'idéologie libérale au service des classes dominantes a tout envahi, en lieu et place de la fin des idéologies, que les inégalités sociales explosent, et ce discours ne prend plus. Mais quand on reste persuadé que seule l'opposition gauche-droite est à même d'exprimer ces clivages, alors qu'aucun parti de la gauche actuelle ne réclame la suppression des piliers, comme on l'a vu hier, du capitalisme mondialisé, l'abandon du libre-échange, la définanciarisation de l'économie, la suppression de la dette, la sortie des institutions supranationales, en bref la démondialisation, les électeurs ils sont coincés dans des votes protestataires qui exploitent facilement cette frustration, comme le FN ou l'abstention, le premier parti de France. Donc dans ce cadre-là, et face en plus à une crise sans précédent depuis les années 30, on comprend pourquoi ceux qui ont répondu au sondage de mai 2013 sur l'Union nationale, qu'ils ne soient pas choqués d'une telle hypothèse.
Parce qu'en effet, ça ne changerait pas grand-chose à l'immobilisme qu'on connaît déjà depuis 3 longues décennies. Et ça aurait au moins le mérite de la clarté, à défaut de la moindre utilité pour sortir les peuples des pièges dans lesquels ils sont insérés, dans lesquels les ont insérés les différentes classes dominantes occidentales. Puisque la vie électorale se résume désormais à devoir choisir ceux qui vont se contenter d'appliquer les lois décidées ailleurs que dans les instances démocratiques, et tout européistes, on comprend pourquoi la division gauche-droite telle qu'elle est, le vote utile, les fronts républicains, les fronts de gauche, tentant de réanimer le corps froid de la politique électorale en environnement institutionnel et économique libéral, les laisse de plus en plus de marbre. Et que ça ne fonctionne plus. Et on s'en pointe évidemment une exaspération croissante face à la prise de conscience que tous les processus démocratiques sont paralysés et qu'il ne reste que la façade. Donc, face à un tel blocage, c'est certainement pas un gouvernement d'union nationale qui pourra changer quoi que ce soit. Au contraire, cette formule est faite pour les approfondir en gelant les oppositions populaires et préserve tout ce qu'il faut au contraire remettre en question. Donc, au lieu d'un gouvernement national, et afin d'échapper au piège du bipartisme, il faut impulser un processus de résistance nationale du type CNR, donc, qui vise à rétablir la souveraineté pour pouvoir faire redémarrer les processus démocratiques, notamment la pression des peuples sur les choix de politique économique. Donc, ouais, je me perds un peu, je me regroupe et je suis à vous. Rendez-vous dans 30 secondes. Oui, parce que j'avais fait une partie sur le CNR, et là, franchement, ça se répéterait par rapport à hier. Donc, ouais. Donc cette alliance-là, cette alliance, donc, en fait, de ceux qui, au contraire, assument les clivages, au lieu d'essayer de s'endormir sur ces clivages, pour appliquer une politique qui fasse l'unanimité des partis actuels. Si on devait faire une union avec les partis actuels en taisant les clivages, ben, ça donnerait forcément le consensus qu'on connaît. Donc c'est justement pour en sortir qu'il faut faire quelque chose. Donc je ne comprends pas qu'on puisse brasser en fait une telle idée, l'idée d'union nationale. L'illogisme est parfait quoi, par rapport à ça. Donc au contraire, il faut assumer ce clivage et rassembler tous ceux qui s'inscrivent dans ceux qui s'y opposent. C'est pour ça que l'idée d'un CNR est intéressante pour ça, c'est-à-dire tous ceux qui veulent résister à ces piliers qui écrasent les peuples, et pas que les peuples et les processus démocratiques. C'est pour ça que virtuellement, ça pourrait rassembler large, c'est-à-dire que avoir paralysé tous les processus démocratiques, bien des gens pourraient en être choqués. Et quelle que soit leur couleur idéologique. Et alors, a fortiori, ceux qui sont pour libérer les classes populaires de cette exploitation et de cet écrasement. Parce qu'on a vu hier que regrouper des résistants impliquait un sens politique, un programme politique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, à quoi devrait ressembler ce programme ? Sortir l'Union européenne pour construire des coopérations libres avec les peuples et les nations d'Europe débarrassés de l'eurolibéralisme, sortir de l'OTAN, démanteler les marchés financiers, annuler la dette publique, sortir de l'euro, afin de supprimer le chômage et la précarité, par l'instauration par exemple du droit opposable à l'emploi, la relance de l'industrie, la relocalisation des activités industrielles, la démocratisation des organisations productives, prendre des mesures protectionnistes inspirées du cadre universaliste de la Charte de la Havane pour stimuler la coopération internationale, redresser la sécurité sociale, la protection sociale en général, restituer à la nation les grandes féodalités financières, on reprend là les termes du CNR historique, les grandes féodalités financières, industrielles, de services, médiatiques,
afin de mettre en œuvre un programme permettant une mutation écologique, sociale, démocratique des modes de production et de consommation. Donc c'est sur de telles bases que notre pays et le peuple auraient tout à gagner. Et qu'on pourrait distinguer ceux qui veulent résister de ceux qui sont d'accord avec le consensus actuel. Donc, afin de rassembler les forces qui pourraient être prêtes à cette reconquête, moi je pense qu'il ne faudrait pas compter sur une analyse trop idéologique, mais concrète en fait. Donc, qui est prêt? Qui est prêt à travailler pour la restauration de la souveraineté nationale, pour la sortie de la mondialisation, et le combat politique pour les intérêts structurels des classes populaires? Et donc, pas qui est de gauche ou de droite. Bon, mais je ne vais pas trop relancer les polémiques de guerre. Parce que les questions, quand elles sont directement politiques, et quand elles sont concrètes, elles clarifient. Tandis que, voilà, une question idéologique, c'est déjà plus questionnable. Bon, en fait, ça continue, mais probablement. voilà. C'est bon.